C'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 24 février 2025. Donc voici les titres. New Deal Technologie, c'est la nouvelle stratégie numérique lancée par le gouvernement du Sénégal. Elle a pour objectif de moderniser le service public sénégalais. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont les propos vous seront proposés dans ce 20h. Le secteur de la boulangerie est dans une situation alarmante selon le gouvernement, selon le regroupement des boulangers du Sénégal. Ils ont à travers un communiqué rappelé à l'État ces promesses qui ne sont jusque-là pas tenues et n'excluent pas d'aller en grève avant le début du mois de Ramadan. La rédaction a joint leur porte-parole Modou Sow au téléphone, vous l'aurez dans ce journal. Et puis le collectif And Sam Djikoyi qui revient à la charge pour le durcissement des peines contre les actes homosexuels. Après leur audience avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont tenu à rappeler au Premier ministre Ousmane Sonko sa promesse de faire de la criminalisation de l'homosexualité sa priorité après leur élection. Ils comptent d'ailleurs saisir le président de la République pour solliciter l'introduction d'un projet de loi dans ce sens. Ce sera dans cette édition que nous allons développer tout de suite après ceci. Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officiellement lancé ce lundi 24 février la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, le New Deal technologique. Ce nouveau référentiel numérique met l'accent sur la modernisation et la digitalisation de l'administration. Plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, le foncier avec les plans cadastraux seront pris en compte dans cette nouvelle stratégie. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est exprimé au micro de notre reporter Ali Mangassa. Cette stratégie est le fruit d'une vision claire et volontariste, dont l'objectif est de hisser le Sénégal au rang des nations souveraines et prospères, en faisant du numérique un des moteurs de notre transformation sociale et économique. En misant sur l'innovation et les technologies, afin de garantir un avenir meilleur à nos populations. Cela passe par un accès universel à Internet. La digitalisation de l'administration et des services publics, notamment les services cadastraux, la gestion du foncier, le dossier patient informatisé, l'état civil dématérialisé, la facturation électronique, la télémédecine, le e-learning entre autres, est une priorité absolue. Elle est la pierre angulaire de cette transformation digitale. Beaucoup de nos concitoyens font face à des processus longs, coûteux et parfois inefficaces pour accéder à l'information ou effectuer des démarches administratives de base. Avec le New Deal technologique, nous introduirons, outre la simplification et la standardisation des procédures, un accès universel à Internet, une connectivité de qualité performante et à un coût abordable. Une identité numérique unique, basée sur la biométrie, et permettant de générer des identités secondaires et fonctionnelles pour des usages sectoriels dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'économie, donc de tous les événements de la vie. Le président de la République, son premier ministre Ousmane Sonko, qui s'est rendu ce dimanche à Bissau pour signer un protocole d'accord entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC. Cet accord conclu après 3 jours de négociations intenses vise à instaurer une paix définitive dans le
sud du pays. Lors de son discours à l'issue de ces négociations, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l'importance de cet accord pour la paix en Casamance. Il est ici au micro de Mansour Djassé. Je remercie très sincèrement le président Ballo qui nous a accueillis. Effectivement, nous étions porteurs d'un message de son Excellence, M. le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et j'ai délivré à le président Ballo ce message tout à l'heure lors de notre entretien tête à tête. Et en marge de cela, nous avons eu à clôturer les travaux portant sur les négociations entre le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'État du Sénégal. Le comité était à pied d'œuvre depuis 3 jours ici à Bissau. Nous avons pu participer à la conclusion de cet accord important qui constitue un très grand pas vers la paix définitive en Casamance. Je réitère mes remerciements au président Ballo, au nom du président Bassirou Diomaye Faye, au nom du gouvernement que je dirige, mais également au nom de tout le peuple sénégalais, pour son engagement sans faillir à faveur de la promotion de la paix définitive en Casamance. Et comme vous le savez, le président Bassirou Diomaye a un ambitieux plan qui s'appelle plan Diomaye pour la Casamance, un plan de développement économique et social qui ne peut s'appliquer que lorsque la paix sera totalement et définitivement revenue. Et vous savez également que tout ce qui impacte la Casamance, le Sénégal impacte la Guinée-Bissau et vice-versa, tout ce qui impacte la Guinée-Bissau impacte le Sénégal. Et nous avons tous intérêt à pacifier cet espace pour pouvoir mettre définitivement nos pays sur les rampes de développement. Je vous l'annoncer en titre, le regroupement des boulangers du Sénégal a publié un communiqué alarmant sur la situation actuelle du secteur de la boulangerie. Le regroupement a directement interpellé le ministre du Commerce afin qu'il prenne des mesures urgentes face à cette situation chaotique que traverse le secteur à cause de la non-tenue de ses promesses qui, selon eux, serait à l'origine de la fermeture de plusieurs boulangeries. Ils n'excluent pas d'ailleurs d'aller en grève à quelques jours du démarrage du Ramadan. Voici Modousso, le porte-parole du regroupement des boulangers du Sénégal, au micro de Mansour Djassé au téléphone. Le regroupement des boulangers du Sénégal a entrepris depuis des semaines une large concertation pour faire le diagnostic sans complaisance du secteur de la boulangerie. Aujourd'hui, le secteur traverse des difficultés parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal avait promis de réglementer le secteur de la boulangerie. Et aujourd'hui, notre principal produit, qui est la farine, qui devait connaître une diminution de 7 000 francs le sac, on s'est retrouvé avec 4 000 francs le sac, soit une perte de 3 000 francs par sac. Ce qui a entraîné aujourd'hui des centaines de boulangeries sont aux arrêts de production parce que le coût de production est insupportable. Et aujourd'hui, à travers le secrétariat général du gouvernement, l'État du Sénégal a annoncé la levée de certaines subventions. Aujourd'hui, on sous-entend que l'électricité, le gasoil et la farine vont connaître une augmentation, ce qui va entraîner normalement une augmentation du prix du pain. Et aujourd'hui, le pain est un produit social. Notre souhait le plus absolu, c'est de maintenir le prix intact, c'est-à-dire de vendre le pain à 150 francs. C'est pourquoi nous invitons l'État du Sénégal à prendre les devants, à privilégier la négociation avec les meuniers, avec les boulangeries pour qu'une solution définitive soit trouvée. C'est pourquoi nous alertons aussi le ministre du Commerce à respecter ses engagements, parce que la semaine passée, le ministre a reçu le bureau du RBS et de la FNBS. Des engagements ont été pris, mais malheureusement sur le terrain, ça tarde à matérialiser sur le terrain. C'est pourquoi aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de convoquer l'ensemble des boulangeries le mercredi prochain pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Les chargés de cours pressent l'État pour disposer d'une formation, ce qui tarde à être effectif
collectif. Le collectif pense que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas respecté sa parole car les cours devaient démarrer depuis le mois d'octobre. Ils étaient en conférence de presse ce lundi à la FASTEF. Ndiogu Djen, coordonnateur du dit collectif, est au micro de Mama Wassal. L'éducation nationale avait promis aux différents acteurs de l'éducation nationale que la formation des chargés de cours allait commencer. Nous alertons l'opinion, nous avons déjà écrit des mémorandums, nous avons rendu visite aux différents syndicats, nous avons alerté également l'opinion, nous avons également organisé des points de presse. Si rien n'est fait, cette fois-ci, nous n'allons pas, en ce qui concerne le deuxième semestre, nous allons faire ce qu'on appelle rétention de notes. Nous allons faire rétention de notes, mais nous n'allons pas participer à l'organisation des différents examens, à savoir le BFM. Le nombre, aujourd'hui, nous n'avons pas un chiffre exact, mais le nombre tourne autour de 3000 chargés de cours. Dites-vous bien que 3000 chargés de cours, les instituteurs qui font le même travail que les professeurs qui tardent à être réformés. La formation, nous pensons que le ministre est dans un dilatoire. Rien n'explique que des chargés de cours, des enseignants organisent un point de presse pour être formés, eux qui doivent former les enfants. Et puis le bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, après avoir examiné les différents comptes rendus des assemblées générales tenues le mercredi 19 février dans les différents campus, a dressé un bilan alarmant. Le SAES dénonce une violation continuelle des droits des familles des enseignants-chercheurs et des chercheurs décédés, ainsi que le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Face à cette situation, le SAES a décidé de tenir une grève de 72 heures à compter du lundi 24 au mercredi 25 février. Écoutons à ce propos Moussa Dia, enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, au micro de Mansour Diassé. Principalement, c'est la question de la réversion des pensions de retraite. Vous savez que depuis 5 ans presque, le CS est en train de négocier avec le gouvernement. Les enseignants ont fait des efforts pour travailler plus et cotiser plus, de sorte que la retraite puisse bénéficier d'une vie qui est à peu près acceptable. Récemment, l'ancien gouvernement, en partant, avait signé. Le nouveau a remis en cause. Finalement, il y a eu des rencontres même. Et je pense qu'il y a eu une clause de confiance le 16 décembre. Bon, mais jusque-là, le gouvernement tarde à respecter ses engagements. Ça, on ne peut pas faire des économies maintenant sur des morts. Ça, c'est pas possible. Je pense que le CS a toujours privilégié depuis 10 mois les négociations, mais là, quand même, bon, on ne peut plus continuer dans ce dilatoire. Voilà. Je pense que le mot d'ordre, et je pense que ça dépend de la base. Question, je pense que les jeunes l'a rappelé, est non négociable. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire des économies sur le dos des morts. Voilà. Vraiment, pour les morts, il faut vraiment que le grand commun, cette question n'est pas vraiment négociable. Ça dépendra du gouvernement. Nous, je pense que cette question de la réversion des pensions, vraiment, c'est pas ça qui doit... On a beaucoup de problèmes. Et cette question-là, vraiment, on ne comprend bien pas pourquoi jusqu'à présent le gouvernement ne l'a pas respecté. Mais ça dépendra du gouvernement. S'il décide de mettre fin à cette situation, je pense qu'on va continuer à cheminer. Enfin, j'avoue que pour cette question, je ne peux pas répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez lu le communiqué, le CS a dit qu'aucun pacte social ne sera serré sur les tombes de nos défunts camarades. Maintenant, je pense que le CS a été tout le temps dans des rencontres, La communauté Lébou de Ouakam et son conseil coutumier Fraise et Notable ont tenu une conférence de presse hier, un événement qui a réuni les habitants du village, les autorités locales et les parties prenantes pour discuter des enjeux liés au développement et à la préservation du patrimoine de la localité. Aïssa Touba y était. Je vous propose de suivre son compte rendu. Effectivement, Ouakam dafa dem ba nga xamné comme dafa am groupe yu bari mu dem ba Ouakam bloqué. Nous savons tous qu'à Ouakam, à cause de la présence de nombreux groupes, ces comptes bancaires ont été bloqués. D'ailleurs, certains parlent des milliards, mais pour le moment, on ne peut rien dire avec certitude sans que nous donne l'état des lieux de ces comptes bancaires. Deuxièmement, l'État du Sénégal nous doit de l'argent. Il s'agit des indemnités d'expropriation suite au projet de la corniche de l'ANACI
c'est plus de 3 milliards de francs CFA. Mais il y a également une autre blocage sur les loyers des appartements à Ouakam suite à une décision judiciaire. Tout cela est dû à des malentendus de la population et l'argent est maintenant confié à la caisse de dépôt et de consignation. Donc l'État nous doit encore de l'argent et personne ne le dit jamais. Pourtant c'est notre argent, à nous tous. Il y a aussi un autre problème. Hormis le blocage, le gouvernement a continué de distribuer nos terres que nous devons utiliser pour des extensions. Il le donne souvent à des coopératives, l'armée, des magistrats et autres. Pourtant, le gouvernement avait signé un décret qui disait que toutes les terres restantes sont uniquement réservées à Ouakam, c'est-à-dire pour ces extensions. C'est le président Abdou Diouf qui avait signé ce décret et le 4407 en faisait partie et d'autres. Le mur de l'aéroport en faisait partie et d'autres. Voilà notre situation. C'est la réalité. Qui dit autre chose dit ce qu'il veut. La criminalisation de l'homosexualité est de nouveau sur les feux de la rampe. La coalition ou le collectif And Sam Djikoyi réitère et précise sa position après avoir rencontré le président de l'Assemblée nationale. Selon eux, leur combat porte sur le durcissement de la peine et la criminalisation des faits. À l'occasion de leur conférence de presse tenue ce jour, ils ont tenu à rappeler au Premier ministre Ousmane Sonko de faire de la criminalisation de l'homosexualité une priorité une fois élu. D'ailleurs, il compte saisir le président de la République pour le dépôt d'un projet de loi dans ce sens. Adam Mboup, porte-parole du collectif And Sam Djikoyi, s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. Nous avons décidé ce point de presse pour informer l'opinion sur les derniers développements des activités du collectif qui nous ont paru particulièrement dignes d'intérêt pour la population. Parmi celles-ci, nous avons retenu l'audience que le président de l'Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye, a bien voulu nous accorder le mercredi 19 février passé à notre demande. Notre entretien a surtout tourné autour de deux axes principaux. La loi portant demande de criminalisation de l'homosexualité, le mémorandum issu des aspirations légitimes du peuple sénégalais. En ce qui concerne la loi, tous ceux présents à l'audience sont tombés d'accord sur sa pertinence. Sur le fond comme sur la forme de la rédaction, leurs experts n'ont rien trouvé à redire. Nous avons réitéré la précision que notre demande portait sur le durcissement de la peine et la criminalisation des faits, non sur la capitalisation de la peine. Nous en sommes venus ensuite à l'applicabilité de la loi. Le président de l'Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye, nous a certifié qu'elle ne fera jamais l'objet d'un blocage au Parlement. Puisque le pouvoir, par son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, avait promis que la première loi qu'il voterait à l'Assemblée, s'il était élu, serait celle criminalisant l'homosexualité, la loi sera confiée au président de la République qui, lui, a la prérogative de déposer un projet de loi. Ce sera ainsi au Premier ministre, aujourd'hui détenteur de la majorité à l'Assemblée, de tenir sa promesse. La plateforme africaine diplomatique League a été officiellement lancée ce week-end à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous le thème « Rôle des organisations internationales dans l'autonomisation des femmes et des enfants, une perspective diplomatique ». Un événement qui a permis aux experts d'échanger autour du thème et d'établir des connexions stratégiques et de contribuer activement au renforcement de la coopération africaine à travers la diplomatie culturelle. Le président Ali Sall et quelques-uns des membres de ce collectif se sont exprimés au micro d'Aïssa Touba. Le Sénégal doit accueillir la première édition de African Diplomatic League, donc qui est une organisation internationale basée au Sénégal aussi, donc qui regroupe plus de 17 pays membres
et qu'au mois d'avril, du 16 au 18 avril, on doit recevoir, je peux dire, plus de 200 délégués donc venus de partout dans le monde. Et vraiment, c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé d'organiser cette journée de lancement pour sensibiliser, mais aussi inviter aux populations sénégalaises de venir participer pour cette première édition de African Diplomatic League. Mais on constate que l'Afrique est souvent laissée en rade et puis c'est pas normal. Donc nous, les jeunes Africains, les dirigeants africains doivent se réunir pour parler des sujets qui concernent l'Afrique, comment développer l'Afrique. Et on ne reste pas en Afrique, mais aussi dans les autres horizons. Par exemple, notre 4e édition, ça va se faire aux États-Unis. Et dans ces perspectives-là, c'est pour sortir de l'Afrique, mais aussi aller chercher des partenariats gagnant-gagnant pour pouvoir construire l'Afrique. Nous avons aujourd'hui, à l'UCAD 2, marque un tournant dans la prise de conscience de la jeunesse sénégalaise et de la jeunesse africaine par rapport aux défis qui l'interpellent. African Diplomatic League s'engage depuis plusieurs années à développer une prise de conscience collective, mais aussi un développement personnel et un développement professionnel auprès de la jeunesse sénégalaise et de la jeunesse africaine, afin de les conduire vers le changement, vers la transformation sociale de nos communautés pour le bien-être de tous. Et la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux s'engage à accompagner African Diplomatic League dans cette bataille qui est la mère des batailles afin que l'Afrique soit une Afrique épanouie, une Afrique développée, une Afrique inclusive. Écoutez, je pense que African Diplomatic League est en train de commencer un travail qui devrait être celui de l'État du Sénégal. C'est-à-dire offrir une plateforme à ces jeunes pour faire une immersion dans les réalités diplomatiques. Ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, je pense que ça sonne une sorte de sursaut pour toute la jeunesse sénégalaise, mais même au-delà, la jeunesse africaine. En prélude des Jeux olympiques de la jeunesse qui doivent se tenir en 2026, le réseau des jardiniers de Dakar et les jeunes sénégalais évoluant dans la société coopérative agricole ont fait face à la presse pour mettre sur la table des propositions afin d'accompagner les autorités dans l'organisation de ces Jeux. Ils comptent ainsi, avec l'accord des autorités, participer à l'aménagement de la ville de Dakar, suivant les propos d'Ibrahim Assi, porte-parole de la fédération, au micro de Ndéla Ndiaye et de Sorignan. Nous voulons contribuer dans notre pays, surtout dans le côté environnemental. Pour ça, on a mis en place des projets, d'abord pour lutter contre le réchauffement climatique, et aussi pour aménager et rendre notre capitale Dakar plus verte. À l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse, qui est la première de ce genre ici, on voulait que Dakar soit une capitale écologique de verdure, surtout. Dans ce, nous appelons le Comité national olympique à travailler en partenariat avec les professionnels des métiers de jardinage. Nous sommes une coopérative composée de pépiniéristes, d'aménagistes et des professionnels de l'aménagement. Donc sur ce, on a mis en place aussi un projet qui s'appelle Bois de Ville, qui consiste à lutter contre l'inondation, les inondations et les eaux stagnantes. On a choisi de planter des badamiers, qui est un arbre qui a besoin d'absorber beaucoup d'eau pour sa croissance et aussi donnera un effet positif sur la lutte contre le changement climatique et aussi de la quantité de CO2 qu'on observe au quotidien. Dans ce sens, aussi, nous appelons à l'État à privilégier les Sénégalais sur les marchés de l'État qu'on octroie aux étrangers. Nous sommes des professionnels et nous pouvons bâtir notre pays nous-mêmes. Nous voulons que l'État du Sénégal interdise l'importation des arbres ornementaux, fruitières ou même les arbres à tiges pour privilégier les faits maison.
Et puis en bref, pour clore cette édition, le tableau des 16 équipes pour le FIBA Afrobasket 2025 est maintenant complet. Après la fin des éliminatoires, les 20 équipes nationales ont disputé un total de 59 matchs au cours de 3 fenêtres de qualification dans 6 villes africaines. Sur les 20 équipes nationales qui ont participé aux éliminatoires, la République centrafricaine, le Gabon, le Kenya et le Maroc ont été éliminés, tandis que 16 équipes se sont qualifiées pour la phase finale qui se tiendra en Angola du 12 au 24 août. La liste complète des équipes qualifiées donc est la suivante: l'Angola, le Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Égypte, Guinée, Libye, Madagascar, Mali, Nigeria, Rwanda, Sud-Soudan, Tunisie, Ouganda et bien entendu le Sénégal qui a fait un carton plein dans ces éliminatoires en ayant accompli 6 victoires en autant de sorties. Félicitations aux Lions du basket à qui nous souhaitons bonne chance pour cette compétition qui les attend au deuxième semestre de cette année 2025. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.